Cité Psychologie. Karine Olia. Bonjour, cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un conseil et c'est également le titre d'un livre de Thomas Dansembourg paru pour la première fois en 2001, un véritable best-seller du développement personnel et qui vient de réapparaître aux éditions de l'Homme sous une forme bande dessinée avec des illustrations signées Alexis Nouella. Nous avons contacté l'auteur Thomas Dansembourg pour savoir comment s'est effectuée cette rencontre avec Alexis Nouella. Oui, une rencontre inattendue. Un jour, j'étais à une conférence à Die, dans la Drôme, et il était devant moi. J'avais l'impression qu'il notait toute ma conférence à toute vitesse. Et à la fin de ma conférence, il m'a dit « Je t'ai dessiné ta conférence ». Et il m'a montré une série de feuillets avec certainement une soixantaine de dessins qu'il avait fait au cours de la conférence. Et ces dessins sont tous plus drôles les uns que les autres. Et je lui ai proposé de faire un livre ensemble. Est-ce que le message passe mieux ainsi illustré que sur un livre classique sans dessin ? Ça dépendra du public. Je pense que cette version illustrée touchera sans doute les jeunes et les gens qui n'ont pas envie d'entrer dans un gros livre, peut-être les personnes âgées ou les personnes malades qui ont envie d'apprendre des choses utiles pour mieux vivre tout en s'amusant. C'est ça l'idée. Est-ce que vous avez déjà des retours justement sur cette version illustrée ? Oui, il y a énormément de retours. Elle est sortie seulement depuis même pas 10 jours et mon éditeur vient de m'envoyer un mail il y a 2 jours me disant que c'était un grand succès. Il faisait une réimpression de 10 000, il y a 10 000 exemplaires qui sont déjà partis et on réimprime 10 000 exemplaires. Donc je suis vraiment heureux de ce succès parce que je sais combien cette approche a pu aider des personnes à mieux se connaître et donc à mieux vivre la relation avec eux-mêmes d'abord, mais aussi avec les autres. Oui, parce que parlons du message de fond. C'est un message qui traite surtout l'être et non pas le faire. L'authenticité également, plutôt que le mensonge. Oui, certainement. L'authenticité avec soi, avec l'autre, avec la vie. Nous avons, je crois, profondément besoin de sentir que ce que nous vivons est authentique, sonne juste et profond et nous engage tout entier. Or, toutes sortes d'habitudes font que, au lieu de vivre ça, on vit souvent un petit peu faussement, un peu à côté de soi. On fait des petits mensonges pour dissimuler les choses ou en tout cas on ne dit pas vraiment la vérité. Et ça nous met mal à l'aise, ça nous met par dans un climat un peu de culpabilité, en tout cas d'inconfort. Et ma proposition est de voir qu'on peut changer ça. On peut transformer les vieilles habitudes de pensée, les vieilles habitudes de fonctionnement pour trouver une façon d'être qui soit beaucoup plus vraie et donc qui sonne plus juste et qui apporte davantage de fluidité. Ça commence déjà par prendre conscience de ces pièges que vous décrivez au sein de votre livre. Voilà, la plupart du temps, nous sommes pris dans des pièges qui sont liés à nos éducations, à nos habitudes, à notre culture et que nous ne voyons pas comme étant des pièges. Or, vous l'aurez perçu, on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Donc la seule façon de sortir d'un piège, c'est de réaliser, tiens, au fond, ce que je prenais pour un exercice de ma liberté est un enfermement, peut-être même un enfermement. Je vis quelque chose qui est infernal peut-être pour moi et que j'accepte, que je subis parce que je n'ai pas remis ça en question. Donc pouvoir remettre ça en question est l'occasion de vivre sa liberté, se dire, bon, j'ai peut-être fonctionné comme ça jusqu'ici, ça a des limites, je vais fonctionner autrement. Mais pour ça, il faut le voir. Et je décris dans mon petit livre 5 pièges les plus récurrents dans lesquels la plupart du temps nous nous retrouvons tous pris sans le savoir. Et donc, en le sachant, on peut en sortir. Alors, la solution, c'est apprendre à s'écouter, à se regarder, à s'entendre surtout. Certainement que c'est une des clés, apprendre à passer du temps avec soi pour comprendre l'humain en soi. Comment puis-je comprendre l'humain en l'autre, là devant moi, si je ne comprends pas l'humain au-dedans de moi-même. Donc là, je vais un peu à l'encontre de certainement plusieurs générations, si pas quelques siècles d'éducation, qui nous ont invités à ne pas s'occuper de soi pour s'occuper de l'autre. Cette éducation était bien sûr généreusement intentionnée, mais malheureusement comporte un effet maladroit, c'est que je ne peux pas être proche de l'autre si je ne suis pas proche de moi. Je ne peux pas par miracle développer de l'écoute pour l'autre si je n'ai pas développé de l'écoute pour moi. Je ne peux pas développer de la bienveillance pour l'humain devant si je n'ai pas de bienveillance pour l'humain dedans. Et donc, c'est un travail effectivement de connaissance de soi qui ouvre à une qualité de relation extrêmement plus riche, profonde et fluide avec l'autre. Je crois que nous espérons avoir des relations plus fluides et moins frictionnantes. L'intériorité, pour vous, Thomas Dansembourg, c'est être citoyen, véritablement. Oui. Oui, effectivement, ça c'est le thème de mon 3e livre, l'intériorité citoyenne. J'ai pu constater que ces deux notions ne sont pas du tout divisées, contrairement à notre culture qui voit l'intériorité comme relevant strictement de la vie privée, pour ceux qui se soucient de cette dimension. Et puis à côté, l'engagement citoyen, l'appartenance aux différents groupes de la société et bien sûr à la vie commune. C'est souvent séparé. Or, ça ne peut pas l'être parce que c'est bien sûr notre vie intérieure profonde qui conditionne notre capacité à être un citoyen engagé, heureux, créateur, bienveillant. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant.
C'est-à-dire pas du tout un citoyen passif qui somnole dans son coin, c'est un citoyen qui, là où il est, apporte un climat de bienveillance, de générosité, d'entraide, de solidarité, parce qu'il a trouvé les clés de la réconciliation intérieure. Et ça, malheureusement, comme peut-être vous l'aurez perçu, les clés de réconciliation intérieure, ça ne fait pas encore partie des programmes scolaires, ni même des programmes religieux, d'ailleurs, où on prône, bien sûr, souvent une idée, une valeur de réconciliation, mais sans donner les moyens, les étapes, les processus, les clés. Et là, nous avons besoin d'utiliser la boîte à outils du développement personnel pour apprendre cette réconciliation. Et ce que je nous propose de voir, ce que la personne qui fait un peu de développement psychospirituel personnel profond fait au fond du développement social durable. Parce que là où elle sera, elle va aider la vie communautaire. Et puis en plus, avec les moyens que vous proposez, comme la communication non violente pour exprimer ce que l'on ressent, c'est dans la suite logique de tout cela en fait. Absolument. Absolument, je suis convaincu que des approches comme celle-là, c'est pas la seule bien sûr, il y en a d'autres et de très belles également. Il se fait que je connais bien celle-là parce que je l'enseigne depuis 20 ans. Eh bien, cette approche de la communication non violente créée par Marshall Rosenberg, je suis sûr que des outils comme cela feront partie des programmes scolaires d'ici, je sais pas, 10 ou 15 ou 20 ans. Si pas par choix, parce que délibérément on va se dire tiens, ce serait quand même plus agréable, eh bien, en tout cas par nécessité. Parce qu'avec le tissage et le métissage des populations auxquelles nous assistons aujourd'hui, si nous n'apprenons pas à bien nous connaître et à bien comprendre l'autre, nous risquons d'avoir des tensions insupportables. Nous avons donc, à mon sens, absolument besoin d'intégrer dans les programmes scolaires des outils de connaissance de soi, de relations humaines et de gestion non violente des conflits comme étant des outils aussi fondamentaux que lire, écrire et calculer. Est-ce que c'est réalisable selon vous? Vous allez me dire oui, mais est-ce que concrètement, il y a déjà des approches, par exemple là où vous êtes en Belgique, pour intégrer ça dans des programmes scolaires, ou en Suisse ou en France? Oui, bien sûr. Ce sont encore des projets isolés. Malheureusement, je souhaiterais qu'ils se développent, mais l'on peut voir qu'effectivement, des institutions, des écoles qui fonctionnent comme ça, qui donnent à chacun un temps d'écoute pour qu'il puisse se situer, qui apprennent à faire la médiation des conflits dans les cours de récréation par les pairs, PAIR, donc les enfants apprennent à être les propres médiateurs de leurs conflits. Ils apprennent à jongler avec l'intelligence émotionnelle et à comprendre leur élan de vie. Eh bien, ces projets pilotes sont extraordinaires. On voit infiniment plus de capacité de concentration, d'application quand on a bien compris son émotionnel. Inversement, les enfants, et il y en a beaucoup qui ont du mal à bien vivre leur vie émotionnelle et qui sont souvent dans des conflits de famille, dans des tensions, dans la division, dans des familles recomposées avec toutes sortes d'enjeux émotionnels pas faciles à gérer. Ces enfants ont parfois beaucoup de difficultés à se concentrer, à s'appliquer, à trouver même de l'intérêt dans les matières. Comment s'intéresser aux mathématiques ou au français si nos parents se tapent dessus tout à la maison? C'est vraiment difficile. Donc, intégrer des outils de pacification, de connaissance de soi et de compréhension de l'autre, ça me paraît vraiment des choses... Enfin, pas ça me paraît, je le vois. Ce sont des outils qui permettent effectivement de rester branchés et ouverts sur le monde et non pas submergés par les enjeux émotionnels. Vous avez commencé en 1994 la communication non violente. Le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » est paru pour la première fois en 2001. En 13 ans de partage, Thomas Dansembourg, comment vous voyez l'évolution autour de vous? Un des premiers signes qui, moi, m'impressionne, c'est que ce livre ait connu un tel succès. On a dépassé 600 000 exemplaires de l'édition originale en langue française et 28 traductions. Je n'aurais jamais cru ça parce que j'ai écrit cet ouvrage comme un petit manuel de travail pour les personnes qui venaient faire des stages de communication non violente et qui avaient envie de pouvoir repasser sur certains exercices, pouvoir avoir un outil à utiliser un peu à la maison. Ça n'avait pas plus d'ambition que ça. Or, vous voyez, 600 000 exemplaires, ça veut dire que beaucoup d'êtres humains sont en recherche d'outils comme cela. Et c'est un indice de notre époque. Je crois que de plus en plus de gens veulent vivre, veulent trouver un sens personnel et vivant à leur existence. Beaucoup de nos contemporains ont envie de sentir que la vie leur parle à eux d'une façon qui les fait vraiment tressaillir et vibrer, et pas seulement qu'ils photocopient une sorte de modèle qui leur convient pas vraiment. Donc il y a une quête de sens profonde qui est une véritable opportunité pour mieux vivre, parce que je crois que quand, dans les générations précédentes, les humains se sont appliqués à bien faire ce que les autres attendaient d'eux, ça a généré beaucoup de poches de frustration qui, tôt ou tard, explosaient en violence sur les autres ou implosaient en violence sur soi, dans la dépression ou la surconsommation de toutes sortes de choses, dont les addictions, bien sûr, l'alcool, les médicaments, la drogue. Donc j'ai vraiment confiance
que développer une meilleure connaissance de soi, apprendre à aligner sa vie sur son élan de vie et devenir la vraie personne que l'on est derrière le personnage, c'est une démarche de santé publique qui devrait peut-être même être remboursée par les sécurités sociales. Ça, c'est un autre enjeu, parce que j'y vois vraiment un intérêt communautaire. Thomas Dansembourg, on pourra vous rencontrer ce vendredi soir à Seignelay-Gier. Vous venez dans le cadre d'une conférence donnée dans le cadre du Salon du Mieux Vivre. Oui, c'est ça, je suis invité à donner une conférence dans le cadre du Salon du Mieux Vivre à Seignelay-Gier ce vendredi 4 à 20h15. Et c'est sur le thème de réenchanter le monde. Et la proposition est de voir comment nous pouvons, nous, individuellement, là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, sortir de certains systèmes de pensée qui nous empêchent de vivre la vie enchantée que je pense que nous aimerions vivre et qui nous permet de nous en approcher de plus en plus. J'ai vraiment développé cette confiance en 20 ans d'accompagnement des personnes dans les cycles et saisons de l'existence, que nous avons infiniment plus de pouvoir de transformer notre vie que ce que nous croyons. Souvent, nous nous sommes résignés à ne rien changer. Et cet état ne nous rend pas heureux, ne rend pas nos proches heureux et ne sert pas le monde. Voilà 3 bonnes raisons pour remettre cet état en question et se dire, je vais apprendre à réenchanter ma vie. Ça va peut-être pas réenchanter le monde d'un seul coup, mais imaginons, on peut rêver, et c'est en rêvant qu'on transforme, bien sûr, que chacun de nous se mette en route pour réenchanter son espace de vie, sa façon d'être au monde. Je crois que ça pourrait être contagieux et nous aider à mieux traverser l'époque de transition que nous sommes en train de vivre. Thomas Dansembourg, le thérapeute, conférencier et auteur notamment du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » qui vient de ressortir aux éditions de l'Homme dans la version illustrée. Les illustrations sont signées Alexis Nouella.